Mesdames, messieurs et autres créatures dont le sexe est pour le moment indéfini, bonsoir et bienvenue dans cette vidéo qui aura pour but de vous présenter brièvement 11 films de 2017 vus en 2017 que je recommande. Et comme à mon habitude, vous retrouverez dans la description un sommaire si jamais vous en avez besoin. Bref, on commence tout de suite par le premier des 11 films à être sorti cette année, c'est parti. La mère du jeune Connor souffre d'un cancer en phase terminale, et le film se centre sur le ressenti du jeune garçon face à l'inévitable à venir. Et malgré l'aspect un petit peu film français barbant que peut donner le scénario, eh bien, ce film m'a vraiment marqué par sa manière d'aborder le thème, si bien que lorsqu'on me demande de citer un bon film de 2017 cette année, c'est systématiquement celui-ci qui me vient en tête. Tout simplement parce que la réalisation est à mon goût impeccable, mais surtout le scénario est beaucoup moins classique et cliché qu'on ne pourrait le croire. De plus, l'ajout du fantastique ajoute une véritable infantilisation au dilemme intérieur du jeune garçon, et bref, c'est une vraie perle. Malgré une excellente bande-annonce, j'avoue que je n'attendais rien de ce film parce que j'ai trouvé que les deux autres Wolverine étaient extrêmement mauvais. Mais pourtant je suis allé le voir et... j'ai pas été déçu, c'est exactement ce que j'attendais de voir pour un X-Men ou même un film de super-héros en général. Un univers plus sombre, plus réaliste et surtout plus cohérent. Enfin, voilà, moi ça m'a même redonné foi en son réalisateur que je pensais perdu depuis Wolverine le combat de l'éternel. Après, j'avoue que je comprends que beaucoup de fans aient pu être déçus parce que c'est un véritable virage à 180 degrés qui change complètement des autres films X-Men qu'on a pu voir. Mais mine de rien, je trouve ça sympa de la part de l'équipe d'avoir placé ça complètement dans le futur. C'est une manière de dire clairement, écoutez, on s'est tapé notre délire, mais à côté de ça, si vous avez envie de caler d'autres films entre temps, faites-vous plaisir, on s'en fout. Bon, maintenant que Disney a repris les rênes des films X-Men, on verra bien ce que ça donne. Alors, visiblement, il y a des jours comme ça où il y a des acteurs de stand-up qui se réveillent et qui se disent tiens, ce serait sympa de passer derrière la caméra. Mais un truc qui serait encore plus sympa, c'est de changer de genre. Passer de la comédie au thriller horrifique. Et ça donne Get Out. Un film qui est extrêmement bien maîtrisé, que ce soit au niveau de sa réalisation, de ses plans, ou même de sa colorimétrie, le tout accompagné d'acteurs qui sont vraiment excellents. Et puis surtout saupoudré d'une légère couche humoristique quand il faut. Bref, ça donne un film véritablement unique en son genre. Écrit par Blanche Gardin et Noé Debré et réalisé par un Éric Judor toujours en forme, Problemos est bourré de bonnes intentions. Malgré une réalisation qui est assez discutable par moments, le film arrive mine de rien à transformer un scénario des plus typiquement français, c'est-à-dire une famille parisienne qui débarque dans une communauté à la culture assez différente, en un scénario assez spécial. C'est-à-dire qu'on ne va pas se centrer sur comment cette famille va apprendre à apprécier cette nouvelle culture, mais comment cette communauté accompagnée de cette famille va survivre à la fin du monde. Bref, c'est chelou. Ça plaît pas à tout le monde, mais personnellement je le recommande. Alors, soyons honnêtes 2 minutes, en termes d'adaptation, je pense qu'on est limite au niveau Death Note de Netflix, à la différence qu'on garde à peu près le même message. Par contre, en termes visuels et sonores, putain, Guy Ritchie vous retourne une droite que vous avez pas vu venir, et c'est beau, c'est super beau. Les acteurs sont excellents, la musique mélange un style très blockbuster des années 2010 à un style très médiéval, et le tout est ficelé par un montage extrêmement bien calé dessus, et voyez-le, mais j'insiste en oubliant que c'est le roi Arthur. Parce que à mon avis ce qui s'est passé c'est qu'il y avait Guy Ritchie qui voulait se taper un délire en faisant un film médiéval fantastique, et que t'as le producteur qui a débarqué qui a dit non, tu sais ce qui serait plus vendeur qu'un film médiéval et fantastique réalisé par Guy Ritchie, ce serait le roi Arthur de Guy Ritchie. Sauf que le mec en avait rien à foutre du roi Arthur, il est resté dans son délire, et ça a donné ça. Alors à ma connaissance, le film n'a été diffusé pour ce qui est du territoire français qu'à Cannes, et c'est pour ça que vous n'en avez sans doute pas entendu parler. Cependant, une sortie Blu-ray est prévue en février 2018. Alors The Villainess, c'est quoi ? Eh bien c'est l'histoire de Soki, une ex-tueuse à gages, qui est engagée par le gouvernement pour faire des missions spéciales qui devraient lui permettre de retrouver sa liberté, mais également de pouvoir enfin vivre une vie de famille. Alors ce film, pourquoi je l'ai aimé ? Eh bien tout simplement parce que la réalisation est surprenante, elle m'a vraiment laissé à genoux et pourtant j'étais déjà assis au moment du visionnage. Déjà parce qu'on commence par un faux plan séquence d'environ 6 minutes, où tout d'abord Soki va défoncer une armée à elle toute seule en vue FPS, puis à un moment le réalisateur s'est dit tiens ce serait marrant qu'un méchant lui agrippe les cheveux, lui éclate la tête contre un miroir,
et qu'on se serve du reflet du miroir pour repartir sur une vue troisième personne, et c'est reparti, la baston continue. C'est vraiment visuellement extraordinaire. Alors ça plaira pas à tout le monde parce que ça bouge quand même beaucoup, mais moi j'ai beaucoup aimé, et ajouter à ça pas mal de scènes vraiment loufoques, mais visuellement jouissives, avec notamment des combats de sabre à moto, et vous obtenez The Villainess. Autre raison qui a fait que j'ai vraiment apprécié le film, c'est son scénario, qui est loin d'être aussi con qu'on le pourrait penser, beaucoup de clichés sont évités, et surtout les personnages sont vraiment attachants. Moi je me suis pas fait chier, j'ai été pris par l'histoire, je voulais savoir comment ça allait finir, et bref, on en reparle en février 2018, croyez-moi. Okja est un film qui aborde intelligemment la surconsommation et la maltraitance animale en mettant en scène une jeune fille et son super cochon. Un super cochon c'est quoi ? Eh bien c'est une race spécialement prévue pour être bouffée. Voilà. Alors le film a une ambiance un petit peu Totoro, un petit peu E.T., mais va malgré tout clairement vous passer l'envie de bouffer de la viande pendant un certain temps. Et pourtant croyez bien que je suis l'une des personnes qui se réjouit à n'importe quel moment d'un bon barbecue. Le tout réalisé par un Bong Joon-ho qui n'a plus rien à prouver. Seul petit bémol cela dit, le scénario et plus particulièrement les personnages souffrent d'un écrit un petit peu faiblard à certains moments au détriment du message du film. Edgar Wright. Ok, ça n'a pas l'air de vous suffire. Alors pourquoi ce film est bon ? Eh bien tout simplement parce qu'après son départ du tournage d'Ant-Man, Edgar Wright prouve avec Baby Driver qu'il est possible à un réalisateur, malgré un scénario assez faiblard, assez simple, de faire une véritable leçon de cinéma si on le laisse libre de faire son métier et non d'être un simple yes man. La réalisation est impeccable, le montage est calé à la perfection, à l'image près, sur une musique omniprésente et vraiment sympa, et en plus de ça, le film est familial. Il y a Kevin Spacey. Alors je vais pas y aller par quatre chemins et je vais dire les choses de manière claire, nette et précise. Après avoir vu la bande-annonce, je me suis dit qu'il fallait quand même que j'ai vu l'original avant de voir le remake. Et disons que je l'ai pas vraiment vu, je l'ai subi. J'ai trouvé que ce film était vraiment très mauvais. Les acteurs sont nuls à chier, le scénario est bancal et la réalisation est inexistante. Si bien que lorsque je suis allé voir le remake, j'en attendais plus rien. Et du coup, lorsque j'ai découvert un petit peu tout l'inverse, j'ai kiffé. Les acteurs sont vraiment bons, on ne se tape plus ce yo-yo constant flashback présent qui était insupportable, la réalisation est aux petits oignons, et surtout on va avoir droit à des idées qui sont assumées jusqu'au bout. Lorsqu'un enfant meurt, il meurt. Lorsqu'on doit lui arracher le bras, on lui arrache le bras. Alors oui, ça donne des scènes qui sont assez graphiques, mais qui sont malgré tout esthétiques. Et surtout, le monstre est vraiment plus intéressant dans cette version-là. Tout simplement parce que déjà on se focalise beaucoup plus sur sa manière de s'adapter aux peurs de chaque protagoniste, et puis surtout, visuellement, il est impeccable. Alors après, il est vrai que beaucoup de gens reprochent au film de ne pas faire peur. Alors c'est pas tout à fait vrai. Il faut savoir que l'affiche française du film abordait la phrase « De quoi avez-vous peur ?» Et je pense que cette phrase est très intéressante, dans le sens où si vous avez peur des clowns, ce film vous fera peur. En revanche, si vous n'avez pas peur des clowns, bien, effectivement, c'est plus le scénario et l'esthétique qu'il faudra regarder. Alors, pourquoi ce film ne fait pas peur ? Eh bien, je pense que, tout simplement parce que ce qui fait peur, normalement, dans un film d'horreur, c'est le fait de ne pas beaucoup voir la créature. Et si bien que, le spectateur va s'imaginer lui-même ce qui lui fait peur, et se faire peur, entre guillemets, tout seul. Tandis que là, le principe même de la créature, c'est de se faire voir. Du coup, déjà, ça, on le casse, mais surtout de se faire voir et de faire peur au protagoniste, en se basant sur la peur du protagoniste. Si bien que si votre peur est différente de celle du protagoniste, ça risque de ne pas marcher, c'est vrai. Mais malgré ça, le film est visuellement vraiment très intéressant, scénaristiquement il m'a beaucoup plu, les personnages je les ai vraiment appréciés, et si la deuxième partie est au moins aussi intéressante que celle-ci, je signe direct. Sorti un petit peu de nulle part, est réalisé par MJC, réalisateur notamment connu pour Terminator Renaissance ou encore Charlie's Angel, bref des top qualités niveau cinéma, débarque sur Netflix The Babysitter, qui raconte comment Cole, un jeune garçon, décide un soir de faire semblant de dormir pour découvrir ce que fait sa babysitter lorsqu'il est supposé être au lit. Il découvre alors que cette dernière fait partie d'un groupe sataniste en train de commettre un sacrifice et va alors devoir faire face aux différentes tentatives d'assassinat de cette dernière et de ses amis satanistes qui veulent cacher la chose.
Rien que ça. À côté de ça, le film aborde une jolie réalisation qui teste des trucs, des fois ça marche, des fois ça ne fait pas de sens, mais au moins ça teste des trucs, le tout dans une ambiance de sorte de slasher inversé mélangé à du Maman j'ai raté l'avion pour adultes, et ça donne un film assez atypique, mais personnellement je recommande fortement ce film qui vous sortira un petit peu de vos habitudes redondantes. Et pour finir, abordons une nouvelle fois un film français, mais cette fois-ci réalisé par Albert Dupontel, qui nous montre une nouvelle fois qu'il maîtrise carrément son art, que ce soit devant ou derrière la caméra, avec un film à l'esthétique agréablement atypique qui montre que le cinéma français n'est pas mort et arrive encore à innover. Le tout dans une ambiance qui est vraiment pour moi irréprochable. C'est-à-dire que la seule chose qui m'a choqué dans le film, c'est lorsque l'un des personnages dit une phrase du type « Suis cette voiture s'il vous plaît », mélangeant ainsi le vouvoiement et le tutoiement. Mais vraiment, c'est la seule et unique chose qui m'a choqué. Alors oui, le film va avoir quelques petits défauts, il va avoir quelques clichés qui vont revenir à droite à gauche, mais c'est-à-dire que l'ambiance générale est tellement prenante, les personnages sont tellement attachants qu'on s'en fout. Si bien même que même moi, qui suis pourtant du genre à m'accrocher au moindre cliché que j'en ai marre de voir, si certains n'étaient pas arrivés pendant le film, j'aurais regretté de ne pas les voir. Enfin bref, j'ose pas vous en dire plus parce que j'ai peur de vous spoiler le film, mais n'hésitez pas à la limite à aller regarder la bande-annonce qui vous mettra en image ce que j'essaie de vous expliquer et qui ne spoile vraiment pas grand-chose. Et voilà, c'est la fin de cette liste, j'espère vous avoir donné envie de voir au moins l'un de ces 11 films. En tout cas, de mon côté, je reste à votre disposition dans les commentaires si vous voulez débattre ou si vous voulez me faire part de vos films de l'année. Et si vous comptez aborder un spoiler, je vous demande cependant de bien vouloir commencer vos commentaires comme ceci. En tout cas, moi je vous retrouve d'ici environ une semaine pour vous parler à l'inverse de 13 films que je ne vous recommande pas. Et sur ce, n'hésitez pas à partager tout ça, et bonne année!